La prochaine fois que vous aurez le goût de vanille dans la bouche, vous répéterez les 10 molécules qui sont derrière. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la nature a énormément d'arômes et que l'homme est là pour copier la nature. Alors, on n'a pas innové, on a copié la nature. Donc ça, c'est vraiment bien. Peut-être un mot sur la chiralité. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien ce que c'est que la chiralité. En fait, vous avez vos deux mains. Ces molécules sont rigoureusement identiques. Elles sont juste vous avez vos deux mains. Les molécules sont rigoureusement identiques, elles sont juste images l'une de l'autre. Vous voyez, elles ne peuvent pas se superposer, mais par contre, vous voyez un plan, l'image que vous avez la main droite, vous avez la main gauche. Voilà, juste pour ce point-là. On va changer de domaine et c'est monsieur Romain Joly de la société Roquette qui va nous parler des protéines végétales, catalyseurs d'innovation pour une alimentation durable. Donc, Romain Joly est directeur global des protéines alternatives. On en a parlé ce matin et c'est très important. Il est ingénieur expert en management de projet et développement d'affaires avec plus de 12 années d'expertise en industrie agroalimentaire. Romain a tenu des positions de leadership en transformation des entreprises, innovation, donc il n'y a pas que dans le domaine de l'agroalimentaire, hein, marketing et vente auprès de la direction de la business unit qui manage. À vous, merci bien. Merci beaucoup, merci à la Maison de la Chimie de m'avoir invité. Merci Margot aussi pour la transition, c'était une transition parfaite. Et merci à Jean-Michel et Hervé ce matin qui ont fait aussi une première introduction du sujet des protéines végétales. On voit l'engouement et Hervé, l'appel du pied pour Roquette a été bien entendu aussi, donc on continuera la discussion. Les protéines végétales, c'est un sujet dont on parle beaucoup et on voit que ça amène aussi pas mal de débats comme ce matin. Et elles ont un rôle clé dans la transition alimentaire qui est nécessaire. Il y a quelque chose à savoir sur mon introduction aussi, c'est que je ne suis pas chimiste, pas du tout, pas biochimiste, pas nutritionniste non plus, donc il ne faut pas vous attendre d'avoir une présentation technique aujourd'hui. Ce que je vais faire surtout, c'est remettre peut-être la chimie dans un contexte, dans le contexte de la protéine végétale et les protéines végétales dans un contexte mondial, dans les enjeux mondiaux de cette transition alimentaire qui est nécessaire. Donc je vais commencer d'abord par présenter Roquette rapidement, pour vous expliquer pourquoi je suis là, vous rappeler le contexte, les enjeux, et après parler du rôle des protéines végétales dans ce contexte et comment elles stimulent l'innovation dans le marché de l'alimentaire. Donc Roquette, en fait, on est une société originaire du nord de la France qui existe depuis 90 ans, une entreprise familiale qui développe des ingrédients d'origine végétale qui permettent une alimentation plus saine, qui permettent d'améliorer les traitements médicaux aussi et d'améliorer la performance et la durabilité de certains matériaux. Typiquement, si je dois résumer, vous mangez ou palpez des produits, des ingrédients Roquette tous les jours dans votre vie courante. Typiquement, dans votre dentifrice, il y a majoritairement du sorbitol, qui est un polyol acariogène, qui peut être produit par notre société. Vous pouvez consommer des amidons dans le pain pour améliorer le profil nutritionnel ou la texture. Vous pouvez en consommer dans vos médicaments, les excipients, donc le véhicule du principe actif qui s'appelle l'excipient, peut être un excipient Roquette. Dans la nourriture pour les nourrissons aussi également, vous pourrez trouver des maltodextrines ou ce genre de produits Roquette. Pour la nutrition de vos animaux de compagnie, ou aussi dans la surface de votre papier, du papier de votre magazine, ou dans la masse, ou dans la surfaçage aussi de vos cartons quand vous achetez un colis et que vous avez un carton qui arrive à la maison. Donc ces ingrédients font partie de votre vie courante et on espère qu'ils vous plaisent. Et donc évidemment, Roquette n'est pas forcément connu parce qu'on ne vend pas directement ces ingrédients nous-mêmes auprès du consommateur, mais vous en consommez vraiment tous les jours. Et voici Roquette en quelques chiffres, mais pour la présentation d'aujourd'hui, je vous demanderai de vous concentrer sur les deux éléments du bas, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui le leader mondial en protéines de pois, et un pionnier en protéines de Févrole. Donc nous sommes vraiment un leader mondial en protéines qu'on peut appeler alternatives. Et pourquoi alternatives? Parce qu'elles viennent substituer parfois des protéines animales, mais aussi substituer des protéines végétales, céréalières plus historiques, traditionnelles, comme le blé, dans certaines applications. Donc c'est 90 ans d'histoire chez Roquette, 40 ans d'histoire aussi dans le blé et sa protéine, qu'on appelle le gluten de blé, qui est très utilisé par exemple dans les applications pâtissières, pain et autres. Et 25 ans d'expérience et de leadership maintenant dans les protéines alternatives, et notamment la protéine de pois.
Aujourd'hui, Hervé se demandait ce matin le volume dont on parlait. Pour une société comme Roquette, on parle de centaines de milliers de tonnes de transformation de légumineuses dans nos usines. Donc le contexte, et vous verrez en fait, c'est le moment de la présentation où finalement on peut avoir un regard assez pessimiste ou négatif finalement de ce qui se passe et des difficultés qu'on rencontre, et après j'essaierai d'apporter un peu plus d'espoir avec la solution autour des légumineuses. Donc il y a deux grands enjeux en fait à la population qui croît, à cette population qui passerait à 9 milliards, 10 milliards peut-être de personnes en 2050. La première, c'est l'autosuffisance. Mais l'autosuffisance alimentaire globale, quelque part, on l'a déjà en protéines, mais elle n'est pas équitable. Donc on en parlera juste après. Et le deuxième point, c'est la durabilité de nos productions agricoles. En quelques chiffres, aujourd'hui, 80% des terres agricoles mondiales sont utilisées pour élever ou nourrir des animaux pour la consommation de viande, et ça représente 17% des calories qu'on consomme. Donc il y a il y a un mismatch complet de ces chiffres par rapport à la surface des terres qu'on utilise. C'est à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre aussi, ce qui est un chiffre énorme. Et cette demande en viande, si on garde nos habitudes de consommation, elle devrait doubler d'ici à 2050. Donc ça pose un réel enjeu planétaire. Et le monde a besoin de protéines. Les gens ont besoin de protéines, typiquement nutritionnellement nous avons besoin de protéines. Et donc sur cette carte, vous voyez la notion de disponibilité en protéines par pays. Et vous voyez que c'est majoritairement bleu foncé. Ce qui veut dire que, globalement, il y a une autosuffisance aujourd'hui en protéines dans le monde. Mais on voit déjà des disparités. On voit des pays qui sont pas du tout autosuffisants. Qu'est-ce que vont faire ces disparités? Elles vont s'accentuer au fur et à mesure du temps. Le bleu va passer peut-être à du bleu clair aussi, parce qu'on sera de plus en plus nombreux, et on ne pourra pas forcément produire plus. Et un des vrais sujets, c'est cette disparité inquiétante. On parle bien ici de disponibilité en protéines. Ça ne veut pas dire qu'on consomme correctement les protéines. Des fois, on consomme trop de protéines dans beaucoup de pays, et, on en a parlé ce matin aussi, on en gâche énormément. On gâche un tiers de la nourriture, finalement, qui est produite. Nutritionnellement parlant, on a tous besoin de protéines. Il y a 20 acides aminés. Alors, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés dont le corps a besoin, dont 8 essentiels que le corps ne produit pas et qu'il faut donc consommer. Donc quelque chose d'important nutritionnellement aussi, c'est d'avoir une complétion, on va dire l'entièreté de ces 8 aminoacides essentiels qui soient consommés par chacun. Donc ces aminoacides essentiels, ils s'appellent valine, leucine, méthionine, lysine, phénylalanine, etc. Donc la diversité est importante, mais aussi la richesse, c'est-à-dire le volume de protéines que vous consommez est important. Cette donnée en haut à droite, 0,83 grammes de protéines par kilo de poids par jour par adulte, c'est une donnée que finalement très peu connaissent. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 connaissent la consommation nécessaire, recommandée de protéines par personne. Et ce besoin en protéines, il évolue en fait au fur et à mesure de l'âge. Finalement, quand on est très jeune, quand on est un enfant de 1 à 3 ans, c'est plutôt 1 gramme, 1,05 g. Quand on devient plus vieux, ça revient à 1 gramme, donc la courbe descend puis remonte. Parce que quand on est une personne âgée, Gino en a parlé un petit peu, il y a d'autres sujets que la déglutition, il y a aussi la sarcopénie, donc le fait que les muscles ont tendance à s'atrophier, et donc on doit compléter en consommant plus de protéines. Donc au regard de cette slide-là, on voit qu'il y a différents challenges qui se déclinent et qui se multiplient. Il y a une problématique d'autosuffisance, de répartition, de qualité, de variété des protéines qu'on consomme, et de balance aussi entre protéines animales et protéines végétales. On va en parler ici. Alors, en tant que producteur et leader mondial en protéines végétales, ça serait un peu facile de faire le procès des protéines animales. Ce n'est pas du tout le sujet. On en a parlé ce matin aussi, Jean-Michel le disait ce matin, il y a un besoin de complémentarité, en fait. Il y a une certaine complémentarité entre les viandes et les sources végétales, et pas non seulement pour une question de protéines, pour plein d'autres choses. Et chaque protéine, qu'elle soit animale ou végétale, possède ses pour et ses contre, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'idée, c'est d'être le plus objectif possible. Donc en termes de teneur en protéines ou valeur énergétique, il y a un avantage quelque part assez net pour les protéines qui sont animales. Par contre, concernant les constituants associés, donc tout ce qui vient autour de la protéine, il y a plus de challenge pour ce qui est animal. Il y a en effet, côté végétal, il y a moins de graisse, plus de fibres, plus de vitamines, plus de minéraux.
Côté digestibilité, le point est plutôt côté animal finalement. Le végétal possède plus de challenges. Il y a un besoin d'extraire, de processer, si on veut, la protéine végétale pour en améliorer sa digestibilité. Sur le score acide aminé dont je viens de parler, l'apport en 8 aminoacides essentiels, l'avantage est plutôt côté animal. Par contre, côté végétal, on peut associer différentes protéines ensemble pour avoir un aminoscore complet. En termes de santé, il y a un avantage au végétal parce que c'est principalement lié aux constituants associés finalement, qui peuvent être des graisses et autres. Et enfin, en termes de durabilité, on va en parler juste après, l'impact écologique est beaucoup moindre pour ce qui est du végétal par rapport à l'animal. On donne un exemple ici. Alors on prend l'exemple du pois parce qu'on le connaît bien. Mais si on prend le pois, mais on va parler des légumineuses de manière générale. Légumineuses, ça inclut le pois, les fèves, les lentilles, ce genre d'ingrédients, enfin de sources végétales. Les légumineuses ont plein d'avantages. Elles améliorent la santé du sol dans les champs. Donc elles ajoutent de la matière organique en fait dans les champs. Typiquement, par exemple, quand on vient cultiver le pois, les gousses restent dans le champ. Ça apporte de la matière organique. Ça vient nourrir les micro-organismes, les insectes, qui eux vont créer des petits trous partout dans le sol et donc augmenter la perméabilité du sol. Et donc l'eau va permettre de mieux rentrer dans le sol. Donc ça va limiter les inondations dans les champs et tout ça, mais surtout ça va permettre de mieux capter l'eau pour la culture suivante. Elles ajoutent aussi, elles captent l'azote de l'air pour le fixer dans le sol. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'utiliser moins de fertilisants. Parce que les fertilisants sont souvent à base d'azote, produits de manière synthétique à base d'ammoniac. Et donc ces fertilisants, pour finalement la culture suivante, le pois, par exemple, peut être utilisé souvent en rotation avec le blé. Et bien, on aura besoin de moins de fertilisants pour le blé ensuite. Et ces fertilisants synthétiques, en plus, on ne les retrouvera pas, finalement, après dans les nappes phréatiques et autres. Donc à la fin, les légumineuses, en fait, elles laissent le sol en bien meilleur état qu'il n'était quand elles sont arrivées. Donc c'est une sorte de super-héros des champs. Elles consomment moins d'eau aussi, que la plupart des cultures, et près de 20 fois moins d'eau que l'élevage animal. Vous le voyez ici en termes d'impact carbone à la fin, pour une même quantité de protéines pour 100 grammes, la quantité d'émissions par rapport à du bœuf est 32 fois moindre. Ensuite, si on compare le végétal avec le végétal, donc il faut penser un petit peu à l'utilisation des surfaces et finalement aux protéines qui sont produites par hectare de surface. Ce qu'on voit ici, c'est que les légumineuses comme le pois ou même la fève, qui peut être encore plus fort, sont celles qui produisent le plus de protéines au kilo finalement de cette matière végétale. Elles produisent aussi le plus de protéines par hectare, finalement à égalité avec la pomme de terre. La difficulté de la pomme de terre, c'est qu'avec la protéine vient plein d'autres choses. La pomme de terre, on va produire 40 tonnes de pommes de terre, donc il faut aussi savoir quoi faire de ce qui vient avec la protéine. Donc le ratio protéique à hectare est quelque chose de vraiment important aussi. C'est quelque chose à voir dans comment on utilise nos surfaces agricoles demain dans cette logique de transition alimentaire. Alors une question importante et même un peu naïve serait de dire, ok, mais si on veut consommer moins de viande, pourquoi est-ce qu'on ne consomme pas du pois directement comme ça? Et donc il y a d'autres challenges aussi, c'est-à-dire que du pois chiche, il y a une question d'habitude alimentaire aussi. C'est-à-dire que si on prend des pois chiches ou des févroles, ce sont des produits qui sont consommés simplement comme ça dans plein de pays aujourd'hui, plutôt par exemple dans les pays du Maghreb et autres, des pays orientaux. Mais ça veut dire, où les dalles de lentilles par exemple sont très consommées en Inde, mais ça veut dire demain tous passer à ce genre de plat et de révolutionner du jour au lendemain nos habitudes alimentaires. Et c'est difficile. Il y a une transformation culturelle aussi qui est assez complexe. Et donc les pois, comme on peut le voir ici, en termes de goût, ils peuvent avoir un pois complet peut avoir un goût assez prononcé. En termes de fonctionnalité, solubilité ou digestibilité, des performances moindres. Et plus on va aller extraire une protéine pure, plus on vient baisser la teneur en goût et on va augmenter les fonctionnalités, la solubilité ou la digestibilité. Et ça va permettre en fait d'étendre le champ des possibles, le champ d'application de la protéine qui vient du pois, de la fève ou d'autres légumineuses.
Alors, où on les retrouve, finalement, ces protéines de pois ou de légumineuses? On peut les retrouver dans des boissons enrichies en protéines. On peut les retrouver en snack ou en application pâtissière, par exemple des barres nutritionnelles enrichies en protéines. On peut les retrouver dans des produits analogues laitiers, on va dire, comme le lait alternatif d'amande, de lait de coco, lait d'avoine, parce que finalement, ces laits alternatifs sont assez peu riches, ils sont peu riches en protéines par nature, parce que leurs sources, le lait de coco, l'amande, sont peu riches. Donc il faut compléter pour avoir un profil nutritionnel de ces laits alternatifs qui soit proche de celui du lait de vache. Dans les yaourts et fromages végétaux également, en savory, alors désolé pour ce mot, c'est un mot anglais, mais il n'y a pas vraiment de traduction en français, c'est plutôt les plats salés, plats préparés et autres. On va retrouver les analogues de viande, qui peuvent faire beaucoup de bruit, qui peuvent utiliser ces protéines végétales. Donc en France, par exemple, vous pourrez consommer des produits tels que Apivore, La Vie, Accro, Garden Gourmet. Ces marques-là font des belles croissances et développent de plus en plus, démocratisent finalement ce type de produits. Et après, il y a aussi la nutrition spécialisée. Dino en a parlé un petit peu. Il y a celle du sportif, il y a celle de personnes âgées. Il y a aussi la nutrition médicale pour des patients qui ont des pathologies particulières. Donc la nutrition médicale, ça peut être par voie orale, mais aussi entérale, donc par sonde dans l'estomac ou directement dans l'intestin. Alors comment est-ce que ces protéines végétales finalement catalysent l'innovation? Vous voyez aussi, ici c'est l'évolution en fait, du nombre de produits lancés par an pendant ces entre 2019 et 2023, et on voit que finalement au début des années 2010, ces protéines de pois, elles étaient très peu présentes dans les innovations, dans les lancements de produits. On parlait de quelques centaines, voire une centaine de produits. Et aujourd'hui, on parle de plus de 2000 produits lancés sur le marché qui incluent ces protéines végétales. Donc on voit vraiment un engouement, une traction des industriels, des sociétés qui peuvent être Danone, Nestlé et autres, qui lancent tous ces produits. Il y a un réel engouement en fait, de toutes ces sociétés parce que finalement, il y a une demande. Cette demande, c'est qui? C'est vous en fait. C'est vous qui demandez à changer vos habitudes alimentaires. Si on prend l'exemple de la France, il y a 3 éléments. Il y a une enquête ici qui a été commanditée par Protéines France et Terre Univière, une enquête consommateur française. Et on voit différentes informations importantes. Aujourd'hui, il y a 1 Français sur 4 qui a changé ses habitudes alimentaires. Et il y a 31% d'entre eux qui se déclarent aujourd'hui flexitariens. Il y a plus de la moitié d'entre eux qui ont changé ses habitudes alimentaires pour des raisons de santé, de nutrition et d'écologie. Il y a 1 Français sur 3 qui a une image très positive des légumineuses, mais il y en a 2 sur 3 qui finalement partagent le fait qu'ils ont une méconnaissance complète pour ces dernières. Donc en fait, il y a différents enjeux. Il y a une réelle traction des consommateurs, et qui se base sur un raisonnement puissant, des convictions personnelles fortes, le souci de l'enjeu planétaire auquel on fait face, mais il y a aussi une méconnaissance. Là, ce que vous voyez ici, c'est plutôt l'évolution des investissements dans des startups et autres sociétés, dans les protéines alternatives, mais dans la food tech en général. Et si on regarde un petit peu, on parle de plusieurs dizaines de milliards par an. Il y a même eu un pic à 50 milliards de dollars investis en 2021. Et on est passé finalement de 35% des investissements dans l'alimentation, qui était pour la food tech, l'agriculture tech et la protéine alternative, à aujourd'hui plus de 60% de ces investissements qui sont focalisés sur ces 3 éléments. Donc finalement, on a tous les composantes pour catalyser l'innovation. On a les consommateurs qui tirent, les industriels qui suivent, les investisseurs qui suivent. Donc après, on va dire, parce qu'on est là pour ça quand même, quelle est la place de la chimie dans tout ça? La chimie, en fait, elle est partout. Elle est à toutes les places, tous les morceaux finalement de la chaîne de valeur. Dès l'agriculture, alors ça peut être dans les engrais, les protections des cultures, le développement des semences, les contrôles qualité, les analyses, etc. L'extraction, qui est plutôt notre métier, j'en parlerai juste après. La formulation chez nos clients, avec des problématiques d'émulsification, de texturation, d'enzymes, de fermentation, d'amélioration sensorielle, d'arômes, on en parlait. Voilà, et aussi dans l'usage, chez vous. En fait, finalement, ce que vous faites, la cuisine, c'est un peu de la chimie. Quand vous faites fondre du beurre dans une poêle, c'est une belle réaction de Maillard, finalement, que vous faites. Donc c'est important de se dire que voilà, la chimie, elle est vraiment partout. Et donc on vous invite tous, et Hervé l'a vous invité ce matin, à devenir chimiste, parce que c'est passionnant. Et surtout, dans une problématique de transition alimentaire auquel on fait face, c'est clé. Ce métier est clé, vraiment.
Et donc je finirai sur notre procédé de fabrication, parce qu'il y a une problématique, on a parlé d'ultra-processé un petit peu ce matin en question. Une des difficultés qu'il y a, c'est aussi que les consommateurs demandent à ce que les produits et les ingrédients soient le moins processés possible. Et donc un de nos rôles aussi, c'est d'avoir des choses qui soient le plus, finalement, des procédés d'extraction qui soient le plus mécaniques et peut-être le moins chimiques possible. Mais pour ça, il faut aussi comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire et autres, pour pouvoir y arriver. Donc, mais en cas de besoin de fonctionnalités plus poussées, parce que certaines applications le demandent, comme nutrition médicale et autres, on peut faire appel à d'autres technologies telles que l'hydrolyse, la fermentation ou des techniques chimiques. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Romain. Je vous invite à bien suivre aussi la présentation de Verena Poinceau qui continuera sur les autres protéines qui ne sont pas végétales cet après-midi. Merci encore Romain pour cette présentation. Donc on voit que la chimie, c'est le socle.